En 2009, au cœur de la chaleur suffocante de la mine de charbon de Cerrejón, en Colombie, une équipe de paléontologues fouillait des couches de roches millénaires. Ils exhumaient les restes compressés d'une forêt tropicale ayant existé il y a environ 60 millions d'années, juste après l'extinction soudaine des dinosaures. Mais ce qu'ils ont tiré de la terre les a glacés d'effroi. Une vertèbre massive. Au début, ces paléontologues ont réagi comme n'importe quel scientifique sensé face à d'énormes os brisés dans des roches tropicales du Paléocène. Ils ont supposé qu'il s'agissait de crocodiles. Après tout, les crocodiliens étaient les géants incontestés de ces anciens marécages, et l'idée même d'un reptile de la taille d'un bus scolaire semblait déjà repousser les limites de la crédibilité scientifique. Pourtant, quelque chose ne collait pas. La structure des os était inhabituelle. Les courbes ne correspondaient pas au catalogue des vertèbres de crocodiles que les chercheurs connaissaient par cœur. Puis, le choc est tombé. Ce n'étaient pas des vertèbres de crocodiles, c'étaient des vertèbres de serpents. Et pas n'importe quel serpent, c'était le Titanoboa. Voyez-vous, Cerrejón n'est pas un site fossile ordinaire, c'est une véritable capsule temporelle, une forêt tropicale complète du Paléocène, scellée par un ensevelissement soudain sous des tonnes de boue et de cendres. Des feuilles, des poissons, des tortues, des instantanés entiers d'un monde disparu, préservés avec un détail époustouflant. Et dans cette vase millénaire gisaient les restes du plus grand serpent jamais observé par l'humanité. À mesure que l'équipe récupérait davantage de vertèbres, des dizaines au total, ainsi que des côtes et toute la faune associée, une évidence s'est imposée. Ce n'était ni une anomalie, ni une exagération. Les fossiles étaient cohérents, colossaux et ne ressemblaient à rien dans les archives géologiques. Ce qui émergeait sous leurs yeux était le portrait d'un animal si grand qu'il redéfinissait instantanément la limite supérieure de ce qu'un serpent pouvait être biologiquement. La nouvelle a frappé la communauté scientifique comme un coup de tonnerre. Lorsque l'équipe de recherche a mesuré les vertèbres pour la première fois, ils ont refait les calculs encore et encore, persuadés que les équations étaient faussées. Mais les chiffres étaient têtus. Les mesures indiquaient un serpent de plus de 15 mètres de long. Les chercheurs étaient sidérés. Si ces chiffres étaient réels, le Titanoboa n'était pas seulement un gros serpent, c'était le plus grand prédateur terrestre sur Terre après l'ère des dinosaures. Sa taille impliquait des écosystèmes du Paléocène bien plus chauds, denses et compétitifs que ce que nous avions osé imaginer. Une créature aussi massive ne pouvait exister que dans un monde poussant la biologie dans ses derniers retranchements. Quel genre de planète pouvait bien engendrer de tels monstres ? Le Titanoboa était absurdement gigantesque. Les estimations les plus conservatrices le situent à environ 13 mètres de long, mais certains modèles grimpent au-delà des 15 mètres, pour un poids oscillant entre 900 et 1100 kg. Pour vous donner un ordre d'idée, le plus grand anaconda jamais mesuré de manière fiable faisait environ 8 mètres et demi pour 225 kg. Le Titanoboa était donc presque 2 fois plus long et 4 à 5 fois plus lourd. Mais voici ce qui est fascinant. Comment les scientifiques parviennent-ils à déterminer la taille exacte d'un animal éteint à partir d'une simple poignée de vertèbres ? En réalité, les serpents modernes suivent des lois de proportionnalité très prévisibles. La taille de leurs vertèbres est directement corrélée à la longueur totale de leur corps. Les paléontologues ont donc mesuré une vertèbre de Titanoboa, l'ont comparée à des constricteurs modernes comme les boas ou les anacondas et ont extrapolé les résultats. Cependant, une question plus profonde demeure. Pourquoi était-il tellement plus grand que n'importe quel serpent actuel ? La réponse est indissociable de la température. Les serpents sont des ectothermes. Ils sont incapables de réguler leur propre température interne. Ils dépendent entièrement de leur environnement pour rester chauds. Et cela dicte absolument tout chez eux, leur métabolisme, leur croissance et même la limite de leur taille physique. Pensez-y ainsi. Plus l'environnement est chaud, plus le métabolisme du serpent tourne vite. Un métabolisme rapide permet une croissance accélérée, une digestion plus efficace et la capacité de maintenir un corps beaucoup plus imposant. Ainsi, en découvrant le Titanoboa, les scientifiques ne contemplaient pas seulement un prédateur de cauchemar, ils lisaient un enregistrement climatique, un thermomètre biologique d'il y a 60 millions d'années. Et ce thermomètre pointait vers un monde bien plus brûlant que le nôtre. Pour comprendre le Titanoboa, il faut visualiser son monde. Remontons environ 58 millions d'années en arrière au Paléocène, peu après la chute de l'astéroïde.
La Terre se remet, les écosystèmes se reconstruisent et les tropiques se transforment en quelque chose d'irreconnaissable. Dans ce qui est aujourd'hui la Colombie, les estimations suggèrent des températures moyennes annuelles d'au moins 32 degrés, sans aucune variation saisonnière. Imaginez une forêt tropicale qui ne refroidit jamais, même au plus profond de la nuit. Un monde où l'air lui-même ressemble à un sauna permanent. Pas de calotte glaciaire, pas d'hiver, juste une chaleur humide et implacable s'étendant d'un pôle à l'autre. Les forêts transpiraient, les cours d'eau bouillonnaient sous le soleil, et la vie devenait démesurée. Car pour les animaux à sang froid, la chaleur lève la plus grande des barrières biologiques. Aujourd'hui, nos forêts tropicales les plus denses sont en réalité trop fraîches pour qu'un serpent comme le titanoboa puisse survivre. Nos anacondas actuels frôlent déjà les limites de ce que notre climat autorise. Pour franchir ce palier et atteindre la taille du titanoboa, il faudrait que la planète entière augmente sa température de plusieurs degrés, et ce de manière constante pendant des millénaires. Le titanoboa ne pouvait pas tricher, son corps massif exigeait cette fournaise pour activer son métabolisme et pomper le sang à travers ses 15 mètres de spire. Le site de Cerrejón nous montre ce monde avec une précision chirurgicale. Couche après couche, on y découvre des fossiles de plantes, des carapaces de tortues géantes, certaines de la taille d'une table de billard, et des ancêtres des crocodiles avec des dents broyeuses, suggérant qu'ils se nourrissaient de proies très coriaces. Ce n'étaient pas des nageurs agiles, mais des prédateurs d'embuscades massifs. Ce n'était pas un système de rivières claires, mais un marécage moite, aux eaux troubles et stagnantes, encombré de racines et d'une végétation inextricable. La visibilité y était nulle, les sons étouffés par l'humidité et le bourdonnement des insectes. Dans un tel environnement, la taille était un avantage stratégique. Un serpent géant pouvait se tapir dans l'eau, sa masse portée par la poussée d'Archimède, son corps fondu dans les courants sombres chargés de tanins. La chaleur ambiante maintenait ses muscles prêts à l'action, lui permettant de rester immobile des semaines durant pour digérer des repas colossaux. Le titanoboa n'était pas un accident de la nature, c'était le résultat logique et inévitable d'un monde de conditions extrêmes, chaleur record, proie abondante et un labyrinthe aqueux parfait pour l'embuscade. Mais alors, comment chassait-il réellement ? Oubliez Hollywood, le titanoboa n'était pas un monstre agile bondissant sur ses proies au sol. Avec une telle masse, il était incapable de glisser rapidement sur la terre ferme. Il se serait enfoncé dans la boue, luttant contre la gravité à chaque seconde. En revanche, dans l'eau, tout changeait. Dans les marais du Paléocène, il se comportait comme un hybride entre un serpent et un crocodile, lent, silencieux, à moitié submergé. Il utilisait l'eau opaque comme camouflage, se glissant entre les débris végétaux sans même une ride à la surface. Pour lui, l'invisibilité était un mode de vie. Il n'attaquait pas à découvert, il attendait que sa proie vienne à lui. Et quand le strike arrivait, la force était dévastatrice. On estime que sa pression de constriction dépassait les 28 bars, de quoi pulvériser instantanément la structure osseuse d'un crocodile. À cette échelle, que la proie meure par manque de sang ou par écrasement pur ne changeait rien. Ce qui tombait dans ses anneaux ne ressortait jamais. Son régime était varié, tortues géantes, crocodiles primitifs et poissons massifs. L'eau était son sanctuaire, son terrain de chasse et son régulateur thermique. Mais alors, pourquoi un tel souverain a-t-il disparu ? La raison est tragique. Le monde a changé et le titanoboa est resté figé. Après le Paléocène, la Terre a commencé à refroidir. Les températures ont chuté de plusieurs degrés en quelques millions d'années. Pour un géant dont le moteur interne est la chaleur ambiante, c'était une sentence de mort. Un métabolisme qui se ralentit signifie une digestion interminable, une croissance stoppée et une incapacité à chasser. Le titanoboa a littéralement affamé au ralenti. Parallèlement, les mammifères à sang froid commençaient à grossir et à devenir des concurrents sérieux, capables de rester actifs dans le froid. Les marécages se sont asséchés, les rivières sont devenues saisonnières et toute la chaîne alimentaire s'est effondrée. Le titanoboa n'a pas été vaincu par plus fort que lui, il a été effacé par une baisse de température de quelques degrés. Cela nous montre que le climat ne se contente pas de changer le paysage, il définit les limites du possible. Le titanoboa était une créature de l'extrême, une merveille biologique qui a régné tant que les conditions étaient parfaites. Puis, aussi vite qu'il était apparu, il est retourné à la poussière, nous laissant que des os
et un profond sentiment d'émerveillement. Demander du soutien est toujours un moment particulier, alors je vais être sincère. Créer ces vidéos est un travail colossal qui demande des mois de recherche et de montage. Mon but est de vous offrir des histoires qui marquent l'esprit, avec une qualité visuelle et scientifique toujours plus haute. Mais faire cela seul a ses limites. C'est pourquoi j'ai lancé les adhésions à la chaîne. En devenant membre, vous m'offrez directement le temps nécessaire pour peaufiner ces films et explorer des sujets encore plus ambitieux. Si vous croyez en cette mission, cliquez sur le bouton « Rejoindre ». J'existe grâce à votre curiosité. Merci, et d'ici à la prochaine fois, vous pouvez découvrir cette vidéo juste ici.